Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Maintenant, j'ai lu dans le communiqué sorti par le gouvernement qui a eu aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, une conférence débat sur l'attentat de Sarakawa et ses implications économiques et son impact économique. Bon, parlons-en. C'est la dernière partie de mon live. Parlons-en. L'attentat, bon, eux-mêmes ils l'appellent attentat. L'accident de Sarakawa a eu quel impact économique? Quand Eyadema prenait les 51% de la CTNB n'était pas en faillite. C'était une société qui était totalement prospère. C'est vrai que la métropole avait gardé la main sur une grande partie des minerais, mais c'était une bonne idée, on ne peut pas le lui reprocher, de prendre la majorité des actions et de les ramener dans le portefeuille national. Donc, la CTNB est devenue l'OPAT. OTP plutôt, excusez-moi. La CTNB est devenue OTP. Comment l'OTP a été géré? Comment l'OTP a été géré? Comment l'OTP a été géré? C'est vrai que dans la foulée, on a construit l'hôtel Tropicana, les hôtels Sarakawa, je pense, hôtel, je ne sais pas, 30 août, hôtel Cara. Mais que sont devenus aujourd'hui ces hôtels? Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Et quelle est aujourd'hui la part du Togo dans l'exploitation du phosphate? Vous avez vu le dernier rapport 2022 de la Cour des comptes qui dit que depuis 3 ans, donc depuis 2020 ou depuis 2019, la SNPT, comme c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, n'a versé aucune dividende au trésor. Et pourtant, le phosphate a pris de la valeur sur le marché international et le phosphate rapporte beaucoup d'argent au Togo. Alors, où sont parties les recettes des phosphates? Et Eyadema n'était pas un Crésus quand il prenait le pouvoir en 67. Je vous avais dit que Eyadema, la seule chose qu'il avait, quand il est rentré de sa démobilisation, l'argent qu'il a pris, il avait acheté un moulin. Donc, il n'avait pas grand-chose. D'où vient que Eyadema est devenu multimilliardaire et que ses enfants se sont battus à coups d'armes ou se battent à coups d'armes pour l'héritage. Alors, il y a un acteur majeur dans cette affaire-là. Il y a plusieurs acteurs, mais il y a un acteur majeur. Je l'ai cité aussi la dernière fois. Bagna. Bagna était aussi un instituteur. Bagna était un instituteur qui a commencé sa carrière à Titiao, qui avait d'ailleurs des idées proches des nationalistes. Mais c'est ce Bagna qui est devenu un élément central dans le pillage systématique des ressources du pays. Et donc, Bagna était autour d'Eyadema et il y avait Maurice Assor. Maurice Assor, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, c'est comme les Ediri aujourd'hui autour de Fort. Donc, c'est la continuité, c'est la même méthode. C'est comme les Ediri aujourd'hui autour de Fort Gnassingbé. Donc, Maurice Assor était un conseiller économique et financier d'Eyadema. C'était un juif. Donc, c'est lui qui contrôlait tout ce qui était autour d'Eyadema et tout ça. Et donc, Bagna a été propulsé après son passage à l'OPAT, directeur de l'OTP. Et quand Bagna chargeait les phosphates, s'il charge 10 bateaux, il y a 5 bateaux qui reviennent à l'État togolais, il y a 3 bateaux qu'il réserve à Eyadema, et il y a 2 bateaux que lui-même Bagna y prend. C'est-à-dire, quand Bagna charge 10 bateaux de phosphate, il y a 5 bateaux qui vont pour l'État togolais, donc le peuple togolais. Il réserve 3 bateaux pour Eyadema et il réserve 2 bateaux pour lui-même. Et au fil du temps, il a commencé par augmenter sa propre part au détriment de la part d'Eyadema. Eyadema ne savait pas, bien sûr. Donc, il est passé à 3 bateaux pour lui-même, 4 bateaux pour lui-même, alors qu'Eyadema était toujours à 2 bateaux. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé par avoir beaucoup d'argent, s'enrichir, et tout, jusqu'à ce que le scandale n'éclate. Quand le scandale éclate, évidemment, Eyadema le sort de là, et il va se rendre provisoirement, je crois, en Côte d'Ivoire,
avant de revenir au Togo. Et Adema l'a propulsé après au ministère du Tourisme, et c'est pas quelque chose comme ça. Et donc, Bagna, qui était instituteur, est devenu un multimilliardaire en gérant l'OPAT et surtout l'OTP. Et Adema, en plus, a eu sa part. Je vais vous donner un cas. Vous voyez, quand vous arrivez à la plage, après l'hôtel Santa Maria, en allant vers l'hôtel de la Paix, vous restez à gauche. Vous avancez, vous dépassez un bâtiment chinois qui a été construit maintenant. Vous avancez, vous dépassez un restaurant chinois, donc vous dépassez une maison, vous dépassez une clôture avec des filaos, où il y a une forêt, comme une clôture vide, abandonnée, il y a des filaos. Et après, oui, en allant vers l'hôtel Onomo, après vous dépassez un restaurant chinois, et après vous voyez une maison, une résidence, et une clôture un peu élevée, mais la maison est au fond, avec des vitres, tout ça, et il y a des cocotiers autour de la maison. C'était une résidence de l'ETP. C'est une résidence de l'ETP. Quand les Blancs arrivaient, c'est là-bas qu'ils restaient. Après, Bagna et les autres ont remis cette résidence dans le patrimoine de Yadema. Et Yadema a cédé cette résidence. Je ne sais pas s'il a cédé, mais c'est Ford qui a hérité de cette résidence-là. C'est une maison de Ford Gnassingbé. C'est une maison très discrète. Il n'y a même pas quelqu'un devant la... Vous n'allez même pas voir quelqu'un devant la maison. Il y a un portail un peu discret. Et les anciens savent de quoi je parle. Donc cette maison est en face, de l'autre côté de la route, en face de tous les bars qui sont à la plage. Vous voyez la maison, après 2 concessions, vous voyez la rue qui sépare les habitations et puis la clôture de l'OCAM. Donc cette maison, elle appartient à Ford. C'est un bien de l'OTP qu'on a mis dans le patrimoine de Gnassingbé. Et c'est Ford qui gère ça. Avant, quand il est arrivé au pouvoir, il s'échappait pour aller là-bas discrètement rencontrer des gens. Je ne sais pas s'il le fait encore maintenant. Cette maison, c'est une maison de l'OTP. C'est un bien de l'OTP. Donc c'est comme ça que, progressivement, les phosphates, dont on dit qu'on a nationalisé pour le bien du Togo, est devenu un patrimoine de la famille Gnassingbé et tout ce qui tourne autour. Et donc, quand vous faites très bien les observations, tous ceux qui ont géré les phosphates, tous ceux qui sont passés DG des phosphates sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des milliardaires. Palitala, Patassé, je ne sais pas, aujourd'hui Michel Kézier, tout ça, sont devenus des milliardaires. Sont devenus des milliardaires. Alors, quel impact économique on veut démontrer aux jeunes dans une conférence quand on sait que les phosphates aujourd'hui sont devenus comme une malédiction? Surtout que la zone dans laquelle on exploite les phosphates, les gens de Thiévier, les gens d'Anéron, les gens de Vaughan n'ont bénéficié de rien de ces phosphates-là. Qu'est-ce qu'on veut, quelle implication économique on veut démontrer aux jeunes? Aujourd'hui, des gens comme Bagna qui sont décédés, qui a des maisons partout, je vous ai dit, et qui a un patrimoine foncier de Lomé jusqu'à Daban, ces enfants sont en train de se bagarrer, et l'héritage qui est passé à ces enfants, aujourd'hui, ce n'est pas une question de milliards par personne. Ce n'est pas une question de milliards par personne, en biens immobiliers et financiers, plus les actions qui sont là. Ecobank, à l'extérieur, un peu partout, les biens en France, en Allemagne et tout ça. Pour quelqu'un au départ qui était un instituteur. Donc voilà comment les phosphates pour lesquels on suppose qu'on a voulu tuer Yadema, comment les phosphates ont engraissé des individus au détriment de la République. Au détriment même des populations où on exploite les phosphates. Palitala, quand il est décédé, il a des appartements en France, il a des biens partout. Il a des biens partout. Et aujourd'hui, la famille Bagna continue d'avoir des intérêts, que ce soit à l'aéroport, puisque sa fille Bamondi, qui est décédée, a créé une société de prestations à l'aéroport. Ils intervenaient dans les Miss Togo, ils sont un peu partout, dans tous les secteurs. Dans les télécoms, Théolis qui vous fait la distribution de l'Internet appartient à un fils de Bagna, Michel. Mais ces gens-là, ils se sont juste enrichis sur le dos et le sang des populations où on a exploité les phosphates. Donc, la supposée lutte que Eyadema aurait faite
pour se débarrasser les impérialistes, pour que les phosphates reviennent au Togo, ça n'a servi qu'à alimenter, à enrichir quelques individus. Donc je suis en train de vous citer les noms. Vous allez aujourd'hui dans les localités de Raotoé, de Dagbati, d'Anero, de Peme, tout ça là, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a rien. Mais on a retiré à ces gens-là toutes leurs terres. Leurs femmes sont devenues des portefeuilles au grand marché de Lomé. Donc, quel impact économique l'attentat de Sarakawa, ou je ne sais pas, l'accident de Sarakawa, a eu sur le Togo pour qu'on organise une conférence débat pour aller lobotomiser les cerveaux des gens. C'est une opération de lavage de cerveau. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, Faure fait exactement comme son père. Les phosphates n'apportent rien au trésor. Mais son père avait Maurice Afsor comme conseiller. C'était un juif. Aujourd'hui, Faure a la famille Ederi qui gère les phosphates avec un pantin de directeur qui est devant Michel Kézier et ils se partagent l'argent. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, quand les gens viennent pour dire, oui, il y a des mots nationalisés, les phosphates, ça, et que le Togo... Non. Normalement, la population togolaise, elle n'est pas si grande que ça. On aurait pu aujourd'hui instaurer des bourses à tous les étudiants, même aux élèves. Même aux élèves. Même aux élèves, on aurait pu donner des bourses aux élèves. Est-ce que vous avez une fois entendu que pendant les vacances, l'OTP accepte que des étudiants ou des élèves viennent en stage là-bas? Ne serait-ce que des stages. Pour qu'à la fin des 3 mois ou des 2 mois de vacances, l'élève ou l'étudiant partant puisse gagner 200 000, 150 000 pour payer un ordinateur ou bien pour payer ses fournitures pour commencer les cours. Vous avez entendu ça? Non. Même stage gratuit, ils ne veulent pas. Même stage gratuit pour les gens qui sont dans des filières même techniques pour avoir de la main, ils ne veulent pas. Donc, c'est devenu un patrimoine privé, communautariste. Les gens, ils recrutent leurs frères, leurs cousins, leurs amis, ils les font venir des villages et ils font ce qu'ils font avec cette richesse qui appartient à tous les Togolais, mais au détriment même des localités dans lesquelles on exploite les phosphates. Donc, voilà le bilan des Yadema. Voilà le bilan des Yadema et ses acolytes. Donc, si il y a une conférence publique à organiser sur les conséquences de l'accident de Sarakawa, parce que le thème a été conçu comme si Yadema, et puis on disait que Yadema a libéré le Togo économiquement. C'est des histoires. Il a libéré le Togo pour s'enrichir, pour lui-même, ses proches et ses amis. C'est ça la réalité. Donc, allez lire le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en 2022 et qui dit que pendant 3 ans, les 3 dernières années, l'OTP n'a versé aucun franc au trésor public. Et pourtant, le phosphate a connu un boom sur le plan international. Les prix ont augmenté. C'est ça la réalité. Donc, nous avons des richesses chez nous qui ne profitent pas aux Togolais. Pendant qu'on a des écoles sans toit, on a des hôpitaux où il n'y a rien, on n'a pas d'électricité, les jeunes ont toutes les difficultés à boucler je sais pas, à boucler les joues. Vous avez un carteron d'individus, un groupe d'individus qui s'enrichit énormément sur le dos de la République et qui organise une espèce de propagande et de mythologie pour faire endormir les gens. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. Donc, aujourd'hui, les phosphates, l'OTP a fait faillite. Et quand l'OTP a fait faillite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les créances de l'OTP ont été transférées au trésor. Et ils ont privatisé l'OTP, qui est devenu l'IFG. Là aussi, ça n'a pas marché. Donc, quand l'OTP a fait faillite, tous les prestataires de l'OTP ont été versés au trésor. Et donc, c'est l'argent du contribuable, c'est-à-dire de vous et nous, qui avons payé encore ces prestataires. Alors que les gens se sont enrichis énormément par rapport à ça. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, quand j'aborde ce sujet-là, parce que cette histoire de conférence débat a été adressée aux étudiants, chers amis, chers jeunes frères étudiants, vous devez savoir que si le Togo était bien géré, vous les étudiants, vous devez avoir des logements décents. Vous devez avoir des bourses en permanence. Pas ce qu'on vous donne aujourd'hui, les miettes qu'on vous donne aujourd'hui. Vous n'êtes pas plus nombreux que les richesses qu'on a au Togo. Vous devez avoir suffisamment de bourses. Les élèves, les lycéens devaient avoir des bourses. En tout cas, les meilleurs devaient avoir régulièrement des bourses. Vous devez avoir des bus
qui devait faciliter vos déplacements. Vous devez avoir des moyens de recherche. Vous devez avoir des stages tout en étant étudiant, élève au lycée. Vous devez avoir des stages dans ces entreprises-là. Je m'adresse aux étudiants. Vous devez bénéficier de tout ça parce que ce sont les richesses du Togo. Mais du fait qu'un groupe d'individus a bloqué ces richesses-là, vous êtes là dans vos amphis, vous êtes 1000 dans un amphithéâtre de 300 personnes, vous êtes 300 dans un amphi de je ne sais pas, 1000 personnes, et vous êtes là, vous n'avez pas de table pour étudier, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez rien. De temps en temps, on vous jette quelques miettes et vous êtes content. Oh, vous êtes content. Ce n'est pas normal. Au moins, chaque étudiant au Togo devait bénéficier au moins, je ne sais pas, au moins d'une 50aine de mille par mois. Chaque étudiant. Les lycéens devaient avoir au moins 30 000 francs par mois. Comme bourse. Mais toutes ces richesses sont accaparées par une bande d'individus. Aujourd'hui, comme je vous le dis, les enfants bagnats sont en train de se bagarrer sur les milliards que leur père a laissés. Et ces milliards-là sont des milliards de la République. Je vous dis que chaque enfant bagnat n'a pas eu 1 milliard. Il a eu plus qu'1 milliard comme héritage. Peut-être même 2 milliards par enfant. C'est des choses qui se passent actuellement à Lomé. C'est une bagarre dans la famille qui a même amené à faire des tests ADN sur d'autres enfants dont on doute de leur paternité. Et ça ne leur suffit pas. Tout l'argent qu'on leur donne, ça ne suffit pas. Vous allez à Bassar. Bagnan a au moins 15% de tous les terres qui sont à Bassar et à Guérékouka. Tous les terrains, au moins 15% de tous les terrains qui sont à Bassar et Guérékouka appartiennent à Bagnan. Kévé, Balimé, tout ça, il a des terres partout. 100 hectares, 300 hectares, 500 hectares, 200 hectares. Pour un petit pays comme le Togo, comment est-ce qu'on peut accepter qu'un individu ait autant de terres et qu'il est en train de partager à ses enfants qui sont en train de se bagarrer? Le Togo est un petit pays. Nous avons fait une enquête et je peux vous dire que les terres au Togo, la plupart des terres au Togo ont déjà quitté les premiers propriétaires. La plupart des terres au Togo ont déjà quitté les premiers propriétaires. Et sont dans les mains de la minorité comprador qui a acheté des terrains à des fins de blanchiment d'argent. La plupart des terres au Togo ont quitté les premiers propriétaires. Et demain, c'est un conflit énorme qui guette notre pays. Donc normalement, on devait légiférer pour qu'aucun individu, s'il n'a pas un projet ambitieux, ne puisse pas acheter au moins 100 hectares ou 50 hectares. Vous avez 1000 hectares, vous voulez faire quoi avec ça? Vous avez 500 hectares, vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez faire quoi? Vous avez des terrains, les gens ont des terrains qui dépassent même la grandeur de leur village, de leur canton, dans d'autres localités au Togo. Et ils ont bloqué ça. Ils ont fait des titres fonciers, ils ont bloqué ça. Et personne n'a le droit d'aller sur ces terrains-là. C'est la minorité comprador. Donc c'est un vrai problème, c'est un problème réel qu'il faudra régler demain. Parce que ces gens se sont enrichis sur le dos de l'État, qu'ils ont mis une partie de leur argent dans le foncier, en privant les paysans des terres qui doivent leur permettre de vivre. Donc, les gens devaient même travailler à sensibiliser nos frères qui sont dans les villages pour qu'ils ne cèdent pas les terres. Moi, je vois sur Internet, sur Facebook, 500 hectares à lotisser, comment ils appellent ça? Certificat de conformité, quoi, du juge, il y a le financement, il faut donner l'argent. Et vous avez sur Internet des annonces comme ça, des géomètres véreux qui vont dans les villages, qui vont convaincre les chefs de village, les collectivités de vendre les terres. Et c'est comme ça que les étrangers aussi s'engouffrent dedans pour acheter les terres. Et nous, le Togo, c'est un petit pays. Avec notre natalité qui augmente, avec le nombre d'habitants qu'on a chaque année, mais demain, le problème de foncier va être un problème grave pour l'unité de ce pays. Si on n'arrête pas le bradage des terres tout de suite. Donc, en temps normal, les gens comme Bagnan, dont les enfants se bagarrent actuellement pour se partager les terrains, on doit récupérer tout ça et remettre tout ça dans le foncier national. Comme tous ceux qui, parmi eux, sont en train d'acheter 2000 hectares, 3000 hectares, 4000 hectares. Comment tu peux acheter un terrain dont tu ne peux pas connaître les limites? Donc, voilà ce qu'on a vécu avec cette histoire
je ne sais pas comment on l'appelle, de la chute de l'avion de Sarakawa et des implications qui ont découlé de cette affaire-là. Et comme je le disais tantôt, n'oubliez pas que dans cette affaire d'avion, il y a beaucoup de gens qui ont survécu. Il n'y a pas que Yadema seul qui a survécu. Le seul qui est décédé, comme je vous l'ai dit, c'est De Gaulle. Et Demkojo l'a dit dans son livre. C'est De Gaulle seul qui est décédé. Les autres, ils les ont exécutés pour construire leur mythe. Après, ils ont amené le commissaire Pana. Ils l'ont exécuté sur les lieux. Et puis après, il y a les Diafalo qui étaient vivants. Il y a Baka, ou bien Paka, je ne sais pas comment on l'appelait. Il semble que c'était l'oncle de Yadema. Oui, je pense que c'est ça, Baka ou Paka. Il était vivant. Il y a, comment appelle-t-on, Tchamier, qui était le majordome de Yadema. Il était vivant. Il y a un mécanicien qui est de Palimé, je pense qu'il est encore vivant. Et il y a Malou qui était vivant. Il y a Diafalo qui était vivant. Donc, il y a beaucoup qui étaient vivants. C'est après que tout ça s'est passé qu'ils ont décidé, par remords, de réhabiliter Nyandi et Nyemenya, qu'ils ont cité après dans les chansons. Il y avait même une chanson qu'ils avaient faite qui pourfendait les pilotes. Quand il y avait l'animation politique, c'est Yadema qui a fait arrêter cette chanson-là, parce que Yadema savait la vérité. Il savait que les pilotes n'étaient pour rien. Il y avait une chanson que Eclo avait fait fabriquer qui pourfendait les pilotes, qui les insultait alors qu'ils les ont exécutés. C'est Yadema qui a fait arrêter cette chanson-là. Donc voilà ce qui s'est passé autour de cette affaire de Chichao qu'ils ont dit Sarakawa. Et la suite a été un désastre économique. Un désastre économique pour notre pays. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires que la chute de l'avion de Sarakawa a été une libération économique du Togo. Non, ça a permis à Yadema de piller les phosphates, de s'approprier les phosphates, de les gérer comme il veut, et son fils continue la même chose aujourd'hui. Donc, en temps normal, cet événement ne mérite pas d'être célébré, parce que celui qui a fait l'accident, il n'est même plus. Est-ce que, qui n'a pas connu un accident, qui dans vos familles n'a pas connu un accident? On a beaucoup de gens dans nos familles qui ont fait des accidents. On ne se lève pas chaque jour pour aller organiser une fête, pour dire, ouais, il y a eu un accident, donc non, il y a eu un accident, il est sorti vivant, c'est sa grâce. Et puis après, il est mort de sa belle mort. Mais pourquoi Ford fait ça? Il fait ça parce que, bon, voilà, ce sont les instruments spirituels du pouvoir d'Enyasimbe. Il faut qu'il les entretienne, il en est l'héritier, et c'est ce travail-là qu'il fait. Donc, demain matin, quand vous allez les voir là-bas, tout blanc, en train d'écouter l'hymne national, les monuments aux morts, les chansons de quoi aux morts, sachez que la nuit, ils ont fait autre chose. Sachez que la nuit, ils ont fait autre chose. Demain matin, quand vous allez les voir, habillés tout blanc, en train de faire je ne sais pas quoi, sachez que la nuit, ils ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose. Et les gens qui vont à la messe au camp hérité là, quand vous allez finir la messe là, les prêtres là, la viande de bœuf qu'on va utiliser pour préparer la réception là, vous mangez, sachez que la nuit, ils ont utilisé ça, ils ont fait les sacrifices autour du camp. Donc si vous mangez ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Ce sont les Fifian Ribana du Togo, ces gens-là. Vous connaissez Fifian Ribana dans l'aventure mystérieuse de Patrick Nguemadon sur Africa numéro 1. Ce sont les Fifians du Togo. Voilà. La nuit, ils font autre chose. Ils sont à Bangos. Ils font leur truc. Et puis le jour, ils sont à l'église. C'est ça. Ce sont les Fifians Ribana du Togo. Pour les étudiants qui écoutaient avant l'aventure mystérieuse, vous connaissez Bangos. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, qu'on ne vienne pas nous déranger avec ces gens d'histoire. Tout ce qu'on demande à Faure Gnassingbé, c'est de travailler. En tout cas, il est là pour le moment. Il n'a qu'à travailler au lieu de tourner autour du pot. Et donc, là, demain, ils sont là, ils sont montés, ils sont là, en train de faire la fête. Ils vont revenir. La semaine prochaine, ils vont retourner pour les 20 ans de Yadema. Et puis, on paralyse la République comme ça. Pendant que les autres à côté sont en train de travailler, mobilisent les moyens, mobilisent les fonds pour développer le pays. Vous allez dans tous les pays voisins, les pays sont en chantier. Vous savez comment on reconnaît un pays qui est en chantier? Vous savez comment visuellement, comment on reconnaît un pays qui est en chantier?
Un pays qui est en chantier, dès que vous arrivez, vous voyez les grues qui sont suspendues. Les bâtiments, les trucs, les grands bâtiments. Donc, vous allez aujourd'hui à Cotonou, vous voyez des grues partout. Vous arrivez à Accra, vous voyez les grues qui sont suspendues partout. Vous allez à Abidjan, vous voyez les grues qui sont suspendues partout. Et quand vous arrivez au Togo, il n'y a rien. Tout est plat. Aucun chantier. Tout est plat. Comme si le pays n'avait pas besoin qu'on le remette sur les rails. Tout est plat. Aucun bâtiment. Rien n'est en train d'être construit. Rien du tout. Rien du tout. Alors que nous avons énormément de richesses. On a des richesses qu'on ne peut même pas évaluer. Tout cet argent, ça rentre où? Ça rentre dans les poches de qui? Pour qu'on vienne nous dire, il y a eu attentat de Sarakawa ou bien accident de Sarakawa, il y a eu un impact économique. Quel impact économique? Quel impact économique? Pour qu'on ait un pays qui n'a pas d'électricité, les étudiants n'ont pas de bourse, les militaires. Je vais parler des militaires dimanche. Je vais parler des officiers. Vous les officiers, je vais parler de vous dimanche. Vous avez un collègue à la retraite, les officiers qui sont en fin de carrière. Vous avez un collègue à la retraite qui est décédé samedi. Il allait chez lui à moto. Comment est-ce qu'au Togo, un colonel à la retraite peut circuler à moto au point qu'un titan vient le ramasser? Je vais parler de vous. Vous les officiers, à qui on a fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir. Et vous dites, c'est nous. Quand vous défilez là, vous dites ça, nous serons là. Nous serons là, c'est ça. Les Nyasingbe vous manipulent et vous jettent à la fin comme des ordures. Et vous mourrez dans la misère. Je vais vous parler de vous et je vais vous passer un message dimanche. Je vais parler à partir du cas de votre collègue. Je vais vous parler. Certains parmi vous, colonels à la retraite, vous n'avez même plus de voiture. Vous allez à des réunions à moto, en Zémidjan. Colonel à la retraite. Et ça ne vous dit rien. On en parlera dimanche. Donc, voilà, chers compatriotes, ce qui s'est passé autour de cette affaire de Tchitchao et qui est devenue Sarakawa et qui est aujourd'hui même une source de tension entre les deux cantons. Au point que le préfet de Kara, qui vient d'être démis de ses fonctions, bien d'être remplacé plutôt, a créé une commission pour régler ce problème de conflit entre les deux cantons. Parce que Yadema avait arraché cet endroit pour donner aux gens de Sarakawa en disant que c'est eux qui étaient les premiers à venir à son secours, alors que cette piste appartenait au canton de Tchitchao. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps de m'écouter. Il fallait qu'on en parle pour que les Togolais ne continuent pas d'être entubés par les manipulateurs, les propagandistes, ceux qui inventent des histoires à dormir debout pour dominer notre peuple. Vous pouvez aller sur Internet, retrouver même les témoignages, ceux qui ont fait des témoignages quand il y a eu cet accident d'avion. Les gens qui ont eu les témoignages, même pour le pouvoir, vous allez voir les contradictions dans leurs témoignages. Vous prenez seulement leurs témoignages, vous allez écouter les contradictions de ce qu'ils ont raconté. Donc, voilà la réalité. Et j'espère que cet exercice-là, nous allons le faire régulièrement pour démystifier tout ce qui a été conçu comme mythe autour du pouvoir des Yadema et qui a servi à emmagasiner, à abrutir les Togolais pendant des années avec la complicité de quelques intellectuels. Je ne sais pas si ce sont des intellectuels, mais des gens lettrés qui ont avalé ces conneries pendant des années. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de la lumière et il est temps qu'on lève le voile sur tout ce qui est caché et qu'on dise clairement qui s'est approprié de nos richesses et ce qu'ils en font. J'espère que ces genres de sorties, d'exercices contribuent à éveiller nos compatriotes qui sont restés dans l'obscurité pendant des années. Et je voudrais exhorter l'ensemble de ceux qui me suivent à ne pas donner trop d'importance à des gens qui réagissent, qui insultent. Moi, je vous ai dit, moi, je n'écoute jamais personne. Moi, je reste focus sur ce que je fais. Qu'on m'insulte, qu'on me dit... Je n'écoute personne. Donc, ceux qui le font, si ça peut leur servir à quelque chose, c'est tant mieux. Moi, j'avance. Et dans la vie, j'ai toujours avancé. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, et je sais... je sais ce que je peux faire. Et donc, moi, je fais ma part.
Et je fais ma part et je continuerai de faire ma part tel que je le conçois. Et donc, ne perdez pas le temps pour des trucs inutiles. Restez focus et on avance. Voilà. Et donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et beaucoup de courage. Et que Dieu nous garde. Et évitez de manger n'importe où et n'importe comment. Et comme j'ai eu à le dire, le Togo est très, très, très profond. Le Togo est très profond. Évitez de manger n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. À demain. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.